Et ensuite, on était revenu sur le cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le process et le système. Et donc, le chapitre 3 qu'on va finir ici, il était vraiment en train d'expliquer que l'on doit faire attention au système pour discuter des différents types de systèmes. On a parlé de l'ordre du système, du fait qu'il y ait des temps morts et des choses comme ça. On a parlé des systèmes dangereux à compliquer s'il y a un non-minimum de phases. Et encore, une fois ces temps morts, on a parlé des systèmes multivariables. On a parlé également de la manière dont on pouvait représenter ces systèmes de manière discrète, donc par les équations récurrentes. Et en gros, voilà ce qu'on a développé comme pour discuter des systèmes, il y a encore un truc très important que vous connaissez déjà aussi, c'est la notion de non-linéarité. On en a reparlé la première fois qu'on s'est vu. On va un maximum de fois, quasiment tout le temps, utiliser des outils qui font des hypothèses linéaires. En régulation, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Sachant que c'est faux. Pourquoi est-ce qu'on aime bien? Pourquoi est-ce qu'on donne tellement d'importance à l'analyse des systèmes des régulations linéaires? Parce qu'on a des outils extrêmement pratiques pour faire ça, et ça, c'est vraiment la transformée de la place qui nous les donne pour analyser les systèmes, analyser la stabilité des systèmes naturels, mais aussi donc, en boucle ouverte, mais aussi des systèmes en boucle fermée. On a énormément d'outils qui sont très très pratiques pour faire le tuning des régulateurs, analyser les stabilités, etc., etc., au robustesse. Je vais en passer les meilleurs, et donc on va quasiment tout le temps essayer de faire cette hypothèse de linéarité. Quand c'est suffisant, ben, on s'arrêtera là. Par contre, quand c'est pas suffisant, il faut faire autre chose. À quoi est-ce que je fais allusion en disant quand c'est pas suffisant dans ce contexte-ci? Qu'est-ce qui va faire que c'est pas suffisant? Non, ça n'a rien à voir avec la vitesse. Saturation. La réponse est dans la question, c'est quand c'est pas assez linéaire. Donc on va pouvoir s'arrêter sur des outils linéaires si le système est légèrement non linéaire. Finalement, c'est ça. Légèrement non linéaire, ça veut dire que le gain ne varie pas trop en fonction du point de fonctionnement ou de la charge. La dynamique ne varie pas trop en fonction du point de fonctionnement ou de la charge. Mais alors, toutes ces erreurs ou ces incertitudes sur le gain et le constant de temps, elles vont être gérées par quoi? Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de dire, ouais, ça va, c'est légèrement non linéaire? Autrement dit, le gain ne sera pas exactement ce que j'ai pensé à haute charge parce que j'ai fait le design à basse charge. Les constants de temps, c'est la même chose. Qui va se charger de ça? Qui va faire qu'on ne devrait pas avoir trop de problèmes si on n'a pas tenu compte de ça? C'est le régulateur, je crois. Oui, mais lequel? On va déjà vers la structure de réglage. Donc, quel est le régulateur qui nous pardonne beaucoup de choses par rapport aux erreurs de modélisation? Et ne pas tenir compte des non-linéarités, c'est une erreur de modélisation. Mais vous faites une hypothèse de modèle linéaire, elle est valable au mieux autour d'un point de fonctionnement, et non linéaire, ça veut dire qu'autour d'un point de fonctionnement, elle n'est plus valable. Autrement dit, que vous n'aurez pas réellement la dynamique du système que vous avez pensé que vous aviez autour de ce point de fonctionnement-là. C'est donc exactement la même chose qu'une erreur de modélisation. Et donc, quel est le régulateur qui s'occupe de ça? On L'intégrateur. va parler de structure de réglage, c'est le feedback qui va nous pardonner pas mal de choses. Qu'est-ce qui va faire que vous, quand vous faites le design, le calcul de ce régulateur en feedback, vous allez pouvoir avoir vraiment confiance là-dedans, autrement dit savoir que vous pouvez vous permettre des grosses erreurs de modélisation, autrement dit que le système peut être plus ou moins fortement non linéaire sans problème. Dans le design de votre régulateur, sur quoi vous allez jouer pour ça? Dans le design du régulateur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer qu'il sera bon malgré une grosse erreur de modélisation? Et donc, s'il est non linéaire, vous allez pouvoir passer au-dessus sans trop de problème. Dans le design de votre régulateur, les marges de stabilité, marge de gain, marge de phase. Donc, si dans le design de votre régulateur, vous prévoyez des grosses marges de gain, grosses marges de phase, ben, ça vous permet de dire, ouais, c'est bon, mon système est légèrement non linéaire, mais ça passera. Je peux tout faire en linéaire grâce à ces marges qui vont me permettre d'accepter ces erreurs finalement de modélisation que sont ces non-linéarités. Dans des cas où vous ne pouvez pas vous permettre ça parce que soit la non-linéarité est forte, et donc vous ne pouvez pas dire qu'elle est assez petite pour être négligée, soit parce que vous ne pouvez pas sacrifier les marges de phase et marges de gain, il va falloir faire autre chose. Ça veut dire quoi de ne pas pouvoir sacrifier les marges de phase et marges de gain? Très concrètement, quel est le prix à payer si vous voulez avoir des grosses marges de phase et marges de gain? C'est que vous allez être plus lent. Vous allez faire ce qu'on appelle un veau. D'accord? Enfin, on n'appelle pas ça un veau, mais retenez quelque chose comme ça. Et donc, si vous ne pouvez pas vous permettre de ralentir votre régulation pour avoir plus de marge de stabilité, vous devez faire autre chose pour gérer la non-linéarité. Donc, la non-linéarité, soit on essaye de vivre avec parce qu'on sait qu'elle est faible et où on peut se permettre d'avoir des grosses marges de gain et marges de phase. Mais attention, c'est
non-linéarité faible et c'est accepté de détuner le régulateur, le ralentir. Donc si vous ne pouvez pas accepter l'une ou l'autre de ces choses-là, il faut gérer les non-linéarités différemment. Qu'est-ce que vous connaissez comme manière de gérer les non-linéarités différemment? Donc ne pas se contenter d'une hypothèse linéaire robuste, ça c'est le scénario qu'on vient de dire, va devoir traiter ces non-linéarités, en tenir compte dans la régulation. Vous avez déjà fait ça, vous connaissez tout ça. Vous avez déjà fait ça. Vous avez quasiment tous fait vos laboratoires de régulation l'année passée ici. Non, l'INC est basé sur un modèle, donc on pourrait la faire sur un modèle non linéaire, mais au labo de régule, vous avez fait ça avec une hypothèse de linéarité. Le feed-forward est aussi basé sur une hypothèse de linéarité. On pourrait le faire en non linéaire, mais c'est pas ça que vous avez fait au laboratoire de régulation. En 5e séance, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une 5e séance de rappel, entre guillemets, plus un nouveau petit bazar. Mais quand on a mis la 5e séance de rappel, on s'est dit, ben, on va quand même leur faire un truc un peu sympa, en plus comme nouvelle matière. Et vous avez traité une non-linéarité sur les cheveux. C'était quoi, cette non-linéarité, et comment est-ce que vous l'avez traitée? Ouais. Oui, donc la non-linéarité du process, c'est la relation quadratique que vous avez entre le débit dans le sèche-cheveux et la perte de charge. Donc, relation quadratique, donc pas linéaire, vous vous souvenez? Si vous faites une variation de débit à haut débit, ça va créer une plus grande variation de pression que si vous faites la même variation de débit à bas débit, parce que c'est quadratique. Okay, et donc, ce que vous aviez fait l'année passée, si vous vous en souvenez, on vous avait poussé à faire le tuning du régulateur à bas débit, parce que là, le gain du process est faible. On vous a poussé à faire un tuning de régulateur déjà assez dynamique, justement pour ne pas avoir beaucoup de marge de gain, marge de phase. Vous avez typiquement déjà un dépassement, donc peu de marge de gain, marge de phase. Et puis on vous a dit, bah, tiens, regardez un peu ce que ça donne quand vous allez travailler à plus haut point de fonctionnement. Et qu'est-ce que vous avez observé? C'est quand même pas loin, vous avez fait 2 fois hier. Qu'est-ce que vous avez observé? Voilà. Travaillant à plus haut débit, donc vous avez demandé des consignes de pression de plus en plus hautes. Et qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé que la régulation était de moins en moins stable. Pourquoi? Parce que le gain du process étant de plus en plus grand avec l'augmentation du débit, en changeant de point de fonctionnement, le gain du process est plus grand. Du coup, le gain de la chaîne directe, le produit du gain des régulateurs était plus grand. Et qu'est-ce qui se passe quand le produit des deux gains devient trop grand par rapport à la dynamique du système? Vous commencez à avoir des problèmes de manque d'amortissement et vous allez vers des instabilités. Donc ça, c'est ce que vous avez vu comme observation de la non-linéarité, enfin, l'influence que la non-linéarité a sur la régulation quand on n'en tient pas compte dans la régulation et qu'elle est assez importante, parce que vous aviez des variations du gain d'un facteur 4 entre basse charge et haute charge, bas débit et haut débit. Donc ça, c'est l'observation de ce qui se passait. Et pour résoudre ça, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous aviez tenu compte de la non-linéarité dans la régulation. En sortie du régulateur, vous aviez mis la caractéristique inverse de la non-linéarité du process. Ça vous dit vraiment rien? Vous savez combien vous pas rentré pour que vous veniez jouer pour les sèche-cheveux? Ça vous dit rien, ni de loin, ni de près? Donc, ça, c'est une des manières de gérer la non-linéarité du process. Attention, on ne peut pas généraliser ça. C'est quand elle est sur la partie statique du process qu'on peut faire ça, et quand elle est directement liée à l'entrée du système. Donc, si c'est une autre raison physique qui fait que vous avez une non-linéarité, on ne peut pas le faire comme ça. Retenez juste que ce n'est pas tout à fait général ce que vous avez fait dans ce cas-là. Dans ce cas-là, compenser la non-linéarité en mettant la non-linéarité statique inverse en sortie du régulateur, c'est une des manières de faire. Les automaticiens font normalement un petit peu plus que ça cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais donc il y a plein de manières de gérer les non-linéarités. Une manière de gérer les non-linéarités est d'utiliser une autre non-linéarité process. Et c'est donc ce dont on va vous parler ici. Et c'est pour ça que ceci est bien dans la partie process et pas dans la partie régulation. Mais évidemment, les deux sont liés. On analyse la non-linéarité du process pour en tenir compte dans la régulation. Et ici, la remarque qui est faite, c'est que vous pouvez tenir compte, enfin, vous pouvez compenser une non-linéarité du process avec une autre non-linéarité du process. Autrement dit, le process vu par le régulateur, le process global, peut être linéarisé. L'exemple typique, c'est celui que vous avez ici, pour lequel on va avoir une non-linéarité process et une autre qui vont se compenser. La première non-linéarité, je vous l'explique ici, elle est dans l'aspect thermique du système.
La deuxième non-linéarité sera dans l'aspect vanne et caractéristique de la vanne. Petite remarque par rapport à ça, je vous l'ai dit la première fois qu'on s'est vu, vous allez avoir un intervenant extérieur qui va venir dans le tour de practical process control. Maintenant, la date est décidée, il viendra le dernier jour, donc c'est le 7 mai si je ne me trompe pas. Donc dites-le à ceux qui ne viennent pas parce qu'ils font ça de leur côté, qu'il y a un truc plus sympa normalement. Enfin, ceci est déjà très sympa, mais ça saute. Donc je reviens sur l'aspect non linéaire de mon process. Ici, c'est un peu la même histoire que ce que vous avez fait sur le sèche-cheveux. Vous avez un système pour lequel vous devez réchauffer un fluide qui passe dans un échangeur. L'objectif, ça va être de le réguler, donc on mesure la température en sortie de cet échangeur. Et comment est-ce qu'on va essayer de le réguler? Eh bien, en jouant sur une vanne qui va amener un liquide qui va permettre de refroidir ou réchauffer ce fluide-ci. Et donc, on va raisonner pour l'aspect non-linéarité et statique. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va se mettre d'abord dans un scénario où j'ai un grand débit ici. Si j'ai un grand débit ici qui passe dans mon échangeur et que j'ai un débit dans l'autre côté de l'échangeur qui sert à faire un transfert thermique, disons le réchauffer, et que je fais une petite variation de débit, eh bien, amener plus de fluide chaud va amener plus de chaleur sur le secondaire dans mon échangeur. Ça va. Maintenant, vous refaites le même scénario, mais on va dire que le débit de ce côté-ci de l'échangeur est beaucoup plus petit que ce que j'avais dans mon exemple précédent. Donc je diminue fortement le débit dans le secondaire de mon échangeur et je refais le même raisonnement ici. Lorsque je vais augmenter le débit de mon fluide primaire, qu'est-ce qui va se passer sur mon fluide secondaire, sur sa température ici? Lorsque je vais faire une variation, donc vous mettez dans les deux scénarios haut débit sur le secondaire et ensuite bas débit sur le secondaire, ça c'est ce qui va changer dans mes deux scénarios. Et dans ces deux scénarios, je veux dire que je fais la même variation de débit ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la variation de température que je vais avoir dans les deux scénarios ici pour une même variation de débit? Si j'ai peu de fluide ici à réchauffer, j'ai peu de fluide et en plus il reste du coup plus longtemps dans l'échangeur. Il y a deux aspects à l'échange thermique que j'ai dans mon échangeur. Si j'ai peu de fluide, j'en ai peu et en plus il reste plus longtemps, qu'est-ce que vous pouvez dire de la variation de débit primaire? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme variation de température sur mon secondaire? Vous allez apporter, vous aurez un plus grand transfert d'énergie, et donc vous allez faire une plus grosse variation de température lorsque vous êtes à basse charge. D'accord? Donc, vous avez ici de nouveau le même scénario que le sèche-cheveux. Si vous êtes à bas débit, secondaire, une variation de débit sur le primaire va plus faire chauffer votre secondaire. C'est normal, vous avez moins de matière à chauffer, vous avez moins de débit. Du coup, la même variation d'apport thermique va faire plus chauffer la température. Et là, on est en train de nouveau de définir le gain statique de notre process pour une variation d'entrée du débit du circuit primaire. La variation de température sur le circuit secondaire va être plus ou moins grande. Et donc, j'ai bien un gain qui va être différent. Et donc, avec ce qu'on vient de dire ici, on voit qu'à bas débit ou à basse charge, le gain du processus sera plus grand. Donc, vous avez ici cette expression qui commence à dire dans l'autre sens. Une baisse de charge, donc une baisse du débit à réchauffer, va faire une augmentation du gain du régulateur et évidemment inversement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je veux dessiner la caractéristique statique de ce process-là, et la caractéristique statique c'est quoi? C'est quoi la caractéristique statique? C'est un truc qu'on utilise très souvent pour montrer des non-linéarités justement. C'est quoi la caractéristique statique de mon process ici? Oui, et donc la caractéristique, je dois dessiner une courbe. C'est quoi la caractéristique statique de mon système? C'est l'ensemble des points de fonctionnement, autrement dit stabilisés. Pour chaque point stabilisé, je note sur un axe l'entrée et sur l'autre axe la sortie. Et donc, je vais me stabiliser à telle température pour tel débit, telle température pour tel débit, telle température pour tel débit. J'étais en train de parler du gain tout à l'heure. Quel est le lien entre le gain dont on vient de discuter et la caractéristique statique? C'est quoi le lien entre les deux avec la définition de la caractéristique statique qu'on vient de faire? Entrée, V, sortie. Si on peut mettre dans l'ordonnée en abscisse, du coup, ça va être le gain statique du process, quoi. Ça va être, Tu m'as rien dit là? ouais, je suis fatigué. On dirait que tu essaies de me rendre une bagnole. C'est quoi le lien? C'est la pente. Si vous avez en X, U et en Y, pardon, oui, en X, U et en Y, Y, enfin, U et Y PV, et que vous savez que le gain, c'est la variation de Y
par rapport à la variation de U, c'est la définition du gain que vous avez toujours utilisée. Mais quand vous mettez sur un graphe U, Y, le gain statique, c'est bien la pente. Autrement dit, c'est un truc très pratique pour pouvoir montrer la non-linéarité liée au gain du process. Si vous relevez la caractéristique statique d'un process, ce qu'on fait expérimentalement, comment est-ce que vous allez pouvoir dire qu'il est plus ou moins linéaire ou plus ou moins non linéaire? S'il est linéaire, comment est-ce elle a quelle gueule la caractéristique statique? Elle a une pente constante, c'est une droite. Elle ne doit pas être plate, hein. Elle a une pente constante. Qu'est-ce que ça veut dire si vous avez une caractéristique statique plate? C'est complètement con, hein. Ça veut dire que quand vous faites varier U, vous ne faites pas varier Y. Qu'est-ce que vous avez comme problème là? Ben, vous avez un mauvais choix de structure de réglage. On va y arriver, mais structure de réglage, ça veut dire choisir le bon YPV et le bon MV, le bon U. Si je veux réguler telle valeur, je vais utiliser telle variable de contrôle. Ça veut dire que vous allez choisir une variable de contrôle qui n'affecte pas votre sortie. Ça a été bien complètement con, hein. Donc l'exemple normal, c'est la caractéristique statique. C'est une droite de pente constante. Donc c'est une droite. Et donc la non-linéarité statique, vous la voyez par la courbure de votre caractéristique statique. Et donc, si l'aspect thermique de mon process ici, je le mets sur une caractéristique statique, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de cette courbe? Je vais pouvoir dire qu'à bas débit, elle a une forte pente, et à haut débit, elle a une faible pente. C'est bien ce qu'on vient de dire. À bas débit, j'ai un grand gain. À haut débit, j'ai un faible gain. Donc, elle monte beaucoup, et puis elle redescend. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de compenser ça? Mais soit on fait ce que vous avez fait au labo de régule, c'est compenser cette non-linéarité en mettant la non-linéarité inverse en sortie de régulateur, soit on peut carrément le faire dans le process. Et ça, c'est la deuxième non-linéarité dont je vous parlais ici. Vous voyez que vous avez une vanne pour piloter le débit, et que l'exemple thermique, la partie thermique et échange thermique dont je viens de parler, j'ai supposé que je pilotais le débit dans vos raisonnements. En réalité, vous ne pilotez pas le débit, vous pilotez la position de vanne. Et quel est le lien entre la position de vanne et le débit? Vous avez les pressions qui interviennent, mais vous avez aussi la caractéristique de la vanne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on choisit la caractéristique de la vanne pour compenser non linéaire. Je recommence ma phrase. On va choisir la caractéristique de la vanne qui est non linéaire, mais qui va compenser la non-linéarité du circuit, de manière à ce que ces deux non-linéarités se compensent, et que du coup, le process vu par le régulateur soit linéaire. Donc le régulateur va voir la consigne de position de vanne, va voir la température, et en réalité, les deux morceaux de process, la vanne et l'échange thermique, vont être choisis de manière à ce que l'ensemble des deux deviennent linéaires. Chacun des deux est linéaire. On va choisir la caractéristique de la vanne pour que sa non-linéarité compense la non-linéarité du process, et la somme des deux, somme n'est pas un bon mot, mais l'interaction des deux va donc être linéaire. Ça, c'est une manière de compenser la non-linéarité dans le process. Quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas le faire, on le fait dans la régulation. Ça, c'est ce qu'on sait faire pour facilement compenser des non-linéarités statiques, autrement dit qui sont liées au gain. Quand on a des non-linéarités dynamiques, on ne sait pas les faire dans le process, on doit le faire dans la régulation, on y vient. Oui. J'arrive pas à comprendre comment on y arrive mathématiquement. C'est-à-dire, comment une vanne, comme par hasard, elle arrive à compenser cette non-linéarité du système. La première non-linéarité du système, la non-linéarité thermique, elle est très facile à calculer. C'est un bilan de puissance. Donc, tu sais calculer ou mesurer expérimentalement la caractéristique statique, débit, température. Donc là, il n'y a aucun problème. La caractéristique d'une vanne, c'est toi qui la donnes à ton constructeur. Quand on commande une vanne à un constructeur de vanne, on appelle ça un robinettier. J'ai toujours trouvé ce nom rigolo. Ou pas. Vous avez bien raison. Donc quand vous commandez une vanne, eh bien, vous devez spécifier pas mal de choses, dont sa caractéristique. Et donc, c'est vous qui allez définir la caractéristique de la vanne pour qu'elle compense la première caractéristique non linéaire que vous trouvez expérimentalement ou par bilan d'énergie. Pourquoi doit être inverse? Et donc, elle va être inverse, tout à fait, c'est exactement ça. Tout à l'heure, je vous disais, la non-linéarité du process, elle est telle que, on a dit qu'à bas débit, on avait un haut gain. Autrement dit, si je dessine ici le débit en fonction de la température, un haut gain, ça veut dire qu'elle monte fort. Et à l'inverse, à haut débit, il y a un faible gain, donc elle monte de moins en moins fort. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour compenser ça? On va prendre une vanne qui va avoir la tête inverse, de manière à ce que ces deux non-linéarités se compensent. C'est ce que vous avez ici. On va choisir parmi ces trois formes de vannes, on va choisir cette vanne-ci dans cette application-ci.
Vous avez d'autres applications où le process va plutôt avoir cette tête-là, et donc, non, pardon, cette tête-là, et donc on va choisir une vanne qui aura plutôt cette tête-là, de manière à ce que les deux se compensent. D'accord? Faites attention, pour être complet, dans mon explication ici, on tient compte que la caractéristique de la vanne, ce n'est pas tout à fait correct. On doit tenir compte de la caractéristique installée de la vanne, et pas de la caractéristique de la vanne seule, ou caractéristique inhérente. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà fait des trucs sur les vannes, la partie complément spéciale pour la partie régule, elle interviendra ici, mais vous avez déjà travaillé sur des vannes. Quand on dit qu'une vanne a plusieurs caractéristiques, elle peut avoir plusieurs caractéristiques, c'est pas tout à fait à jour dans votre programme, mais vous avez déjà fait ça dans... Non, ça ne dit vraiment rien. La différence entre la caractéristique installée et intrinsèque d'une vanne, c'est quoi? Non? Le KV d'une vanne, vous avez déjà vu ce que c'était? Non? Il y a la moitié qui nous dit oui, la moitié qui nous dit non. Donc, la forme de la vanne, quand on la représente comme ça, et qu'on parle du KV d'une vanne, ça fait l'hypothèse que la vanne est en laboratoire et qu'elle a en permanence une delta P de 1 bar à ses bornes. Donc, quand on dessine une caractéristique comme ça, pour pouvoir comparer les fournisseurs entre eux et pour pouvoir passer d'une vanne que vous allez acheter à son application dans votre installation, on la définit comme étant, la caractéristique de la vanne, elle est définie pour une delta P de 1 bar à ses bornes, et c'est même plus précis que ça. Et c'est avec un fluide qui est de l'eau à telle température, Donc ça, c'est la caractéristique de la vanne. En réalité, quand vous l'installez dans un circuit, elle n'aura jamais 1 bar à ses bornes. Ça va dépendre de tout le reste de l'installation, de vos paires de charges, de la caractéristique de vos comptes, etc., etc. Donc elle n'aura jamais 1 bar. Et donc, la variation de position sur la vanne ne va pas vous donner une variation de débit qui correspond au graphe que vous avez là. Parce que ce graphe-là fait l'hypothèse que vous avez 1 bar de delta P au bord de la vanne. Donc il faut tenir compte de ça pour être plus correct. Ici, c'est juste une illustration, mais tenez compte du fait que par le choix de la vanne, on peut compenser la non-linéarité du process. Mais dire que c'est simplement la forme de la caractéristique de la vanne, c'est pas vrai. Il faut tenir compte du reste du circuit, caractéristique des ponts, paire de charges, blablabla. Et donc, il faudrait plutôt parler de la caractéristique installée de la vanne. Vous allez parler de ça pendant 3 heures dans quelques semaines avec M. Boerkel, tellement c'est important pour la régulation, le choix des vannes, le comportement des vannes, etc., etc., etc. Donc ça, c'était un point à rajouter dans le 3e chapitre, analyse des systèmes pour bien les réguler. Parce que par exemple ici, pour bien les réguler, on a choisi de linéariser le système dans le process. Un dernier point à discuter dans ce chapitre-ci et qui est très important, et les auteurs vont en faire énormément l'année prochaine, c'est l'identification du système. Plus généralement, c'est la modélisation d'abord. On en a déjà parlé 20 fois. Obtenir un modèle du système, vous avez plusieurs manières de le faire. C'est quoi? Les 2 grandes manières de le faire. Un step. Comment? Un step. Alors, vous êtes déjà fort dans le détail, mais donc, faire un step, ça suppose que vous allez faire ce qu'on appelle de l'identification de système. Ça veut dire que vous avez le système à votre disposition. Donc, il existe déjà. Autrement dit, vous n'êtes pas en train de préparer un système, de dessiner un système sur papier. Ça fait l'hypothèse qu'il existe déjà et que vous pouvez y avoir accès pour faire des tests. Ça, c'est effectivement l'approche que vous avez faite au labo de régule, pour lequel vous avez fait les fonctions de transfert de stretch, broida et blablabla. Donc, vous avez l'installation à votre disposition et vous faites un step dessus ou d'autres signaux d'excitation plus intéressants que ça, mais c'est effectivement l'approche identification. Autrement dit, vous ne regardez pas vraiment l'intérieur du système. C'est pour ça qu'on appelle ça, et on va réappeler ça ici, l'approche boîte noire. Okay. Là, vous avez le système à disposition, vous pouvez faire des tests dessus. L'autre approche, qui est applicable quand vous êtes occupé à designer le système, à le calculer, autrement dit, que vous devez faire si vous n'avez pas le système à votre disposition et que vous ne pouvez pas faire de tests dessus, c'est quoi? La modélisation, c'est travailler en mode boîte blanche, ou on appelle ça en anglais first principle, c'est mettre les équations physiques, c'est de la modélisation. Donc là, vous n'avez pas l'installation à disposition, vous êtes occupé sur papier, et vous êtes occupé à dire, j'ai un circuit électrique, j'ai des R, des L, des C, je sais que U égale RI, LDI sur DT, je sais qu'ils sont connectés comme ça, donc j'ai mes lois de nœuds, mes lois d'émail, j'ai comme sortie du système la tension borne de ce composant-là, l'entrée de mon système, c'est la tension que j'applique ici, et la fonction de transfert, je l'ai en isolant mathématiquement la sortie, la variable sortie que je viens de définir pour l'exprimer en fonction de l'entrée. Et la dynamique de mon système, elle arrivera sous forme d'équations différentielles qui viennent de chacun des composants de stockage d'énergie, donc les R et les L et les C en électricité,
donc les kappa et les inductances. Si vous êtes en mécanique, c'est quoi les éléments qui vont amener les éléments, les équations différentielles, donc l'aspect dynamique en mécanique de translation? Quoi? L'importance de... F est égal à M. Je ne réponds pas du tout à ma question. F est égal à M. Tu réponds indirectement à ma question. Les- Les- Donc en électricité, vous avez l'élément dissipatif qui est la résistance, qui n'apporte pas de dynamique. C'est un élément instantané. U égale RI, il n'y a pas de dynamique là-dedans. Les deux autres éléments dynamiques, c'est kappa et inductance, parce que vous avez du D sur dt. LDI sur dt, CdV sur dt. Donc ça, c'est en électricité. Et vous avez l'équivalent en mécanique linéaire, mécanique translation. Linéaire, translation, ça veut dire la même chose. En mécanique linéaire, mécanique rotation, hydraulique, etc. En mécanique linéaire, c'est quoi les éléments? L'élément dissipatif, c'est quoi en mécanique linéaire? L'équivalent de la résistance, le frottement. Et les deux autres, c'est quoi? L'inertie. L'inertie, donc la masse, d'où le lien avec le F égale ma. Et l'autre stockage en translation, La hauteur. indirectement. Mais non, La position. non. Le ressort. Quoi? Il parlait du cas. De la constante de raideur d'un ressort. Quoi, tu dis K et je suis en fait K sur le carré de la masse. Et vous avez l'équivalent, blablabla. Donc ça, c'est l'approche boîte blanche ou modélisation ou first principle. C'est quoi l'avantage de celle-là? Parce qu'on connaît Quoi? on connaît tout l'aspect physique qui est derrière. Oui, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir être très détaillé dans la modélisation que vous allez en faire. Oui, mais c'est un inconvénient aussi. C'est quoi l'inconvénient de cette méthode-là? C'est que vous allez être très détaillé dans la modélisation que vous allez en faire. Avoir des modèles trop détaillés en régulation, finalement, ça nous embête. Parce que vous avez des modèles d'ordre élevé, vous avez des modèles fortement non linéaires, et à la fin, la question, c'est et alors, qu'est-ce que je vais en faire? Rappelez-vous que quand vous avez fait l'identification au labo de régule, vous avez à chaque fois obtenu, enfin, visé même, des fonctions de transfert d'ordre très réduit, 1, 2, un Broda, Van der Ginten. Alors que le système, probablement qu'il est d'ordre 3, 4, 5, mais on va quand même se satisfaire d'une approximation beaucoup plus basse parce que c'est beaucoup plus simple à traiter, par exemple, au niveau de vos calculs. Donc les modélisations du premier principe ou boîte blanche, elles sont très bien parce qu'elles permettent d'avoir un modèle plus précis, mais des fois, ce n'est pas nécessaire non plus. Surtout que c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. C'est quoi le problème pour résoudre, enfin, pour obtenir ce modèle-là? Dans l'exemple électrique, c'est très simple. Pourquoi est-ce que c'est très facile de faire un modèle électrique et c'est beaucoup plus dynamique et c'est beaucoup plus compliqué d'en faire un, par exemple, thermique? C'est quoi la grosse différence entre les deux? Nombre de variables. Quoi? Nombre de variables. Pas tellement le nombre de variables, pas tellement le nombre de paramètres, pas tellement les équations, pas du tout la rapidité. Les équations. Oui, mais quoi? Non. Enfin oui, mais non. Quelle est l'énorme différence entre faire un modèle sur un circuit électrique, autrement avec des R et des RLC, donc de la dynamique, et un système thermique? L'énorme différence, c'est encore plus vrai pour un système chimique, pour un système biologique. C'est pas la rapidité. Non, L'énergie. non. C'est la connaissance qu'on aura, non? Oui, autrement dit, C'est la théorie, la proportion. oui, mais c'est quoi l'énorme différence? L'élec, c'est un cas particulier pour ça. Non, non, oui, non. C'est quoi l'énorme différence? On se dit. On te dit. Quoi? Qu'est-ce qui est facile à connaître en élec qui n'est pas du tout facile à connaître en Ah, c'est les paramètres. biologie? Quoi? C'est les paramètres. Les paramètres. Votre RLC, ben, le R c'est facile, il suffit de lire dessus. Le C, il suffit de lire dessus. Le L, il suffit de lire dessus. Donc c'est extrêmement simple de connaître les paramètres. Alors que vous faites ça au niveau thermique, biologique, chimique, vous êtes là, oh putain, mais mon mur là, il a quelle épaisseur? En plus, c'est pas un composant, c'est un mélange de composants. L'épaisseur n'est pas constante. Ici, j'ai une paroi qui, enfin, c'est pas homogène. Donc, de manière générale, faire un bon modèle, ça nécessite de connaître beaucoup de paramètres. Et souvent, c'est compliqué à faire, ça prend du temps, et c'est souvent du coup une approche qui est foutue à la poubelle. Et on ne peut se la permettre que quand on en a vraiment besoin. Et donc, typiquement, c'est le cas où vous êtes occupé à travailler sur une installation qui n'existe pas encore, et on vous demande d'anticiper la préparation des boucles de régulation. Autrement dit, vous ne pouvez pas aller sur l'installation, elle n'existe pas encore. Donc, si vous devez déjà préparer les régules, vous allez pouvoir faire un modèle. Mais même dans ce cas-là,
il va falloir en permanence faire un compromis pour ne pas avoir un modèle inutilement compliqué. Et donc, vous allez souvent, même quand vous faites une approche boîte blanche, autrement dit, approche de modélisation, donc attaquer les choses par les équations, vous allez quand même souvent essayer de simplifier les choses. Je prends un exemple tout simple, une caractéristique de pompe. Vous allez me dire que vous n'avez jamais vu de caractéristique de pompe non plus. La caractéristique de pompe, le constructeur va vous la donner et il va vous donner quelques points sur un graphe. Ben, ces points-là, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une approximation pour une pompe typiquement quadratique. On va faire des approximations d'ellipses, on sait qu'elle ressemble à peu près à une ellipse. Et on va prendre un point de fonctionnement et on va y aller à la louche. Donc ça sera plus ou moins correct. Il y a plein de choses pour lesquelles il faut en permanence faire un compromis entre mon modèle ne sera pas parfait, mais il faut que j'ai un modèle et que j'avance avec les informations que j'ai. Sinon, ça prend beaucoup trop de temps pour le faire et c'est pas réalisable industriellement à cause du temps, entre guillemets, que ça coûte. Donc même en approche boîte blanche, il ne faut pas viser à avoir un modèle parfait. C'est pas réaliste, ça va vous prendre trop de temps par rapport à ce que vous avez besoin. Et obtenir un modèle trop parfait, finalement, en régule, on va dire, oui, et alors, j'en fais quoi? C'est inutile d'avoir un modèle parfait. De toute façon, encore une fois, en régule, vous savez que vous allez devoir garder des marges de stabilité. Et donc, c'est une erreur de faire un modèle trop précis. Ça va coûter cher à votre chef parce que vous devez travailler des heures dessus. Et c'est con parce que vous savez que vous avez de toute façon des marges de stabilité. Donc, faire ce modèle, c'est toujours en permanence jouer ce compromis de jouer un modèle précis. Mais j'ai pas trop de temps. Et en plus, c'est pas nécessaire que ce soit hyper précis parce que mon régulateur va s'assurer de reprendre une partie de ses erreurs de modélisation. Donc, entre les deux, c'est pour ça qu'on a inventé la notion de, entre le noir et le blanc, de boîte grise. Et la boîte grise, c'est vraiment cette approche-là. C'est dire, ok, ma pompe, je ne vais pas prendre toute sa caractéristique, je vais prendre un point de fonctionnement et je vais dire qu'elle a une tête d'ellipse. Et j'avance comme ça. Je vais dire que j'ai un tuyau. Okay, mais ce tuyau-là, il apporte rien, il est tellement large qu'il apporte peu de fer de charge par rapport à ceci, je ne le modélise pas. C'est toute cette approche-là qui va dire, j'essaye de travailler avec des équations de base, de donner un modèle qui a une bonne forme, en me basant sur les équations physiques. Donc je sais par exemple que mes paires de charge, elles sont proportionnelles au carré du débit, mais je ne vais pas aller m'emmerder à essayer de trouver, calculer le coefficient de perte de charge en revenant sur les équations de Reynolds et de je ne sais plus quoi qui expliquent les paires de charge. Non, non, je vais prendre un coefficient, et je vais le tirer à pouf parce que on me donne le point de fonctionnement nominal. Je sais que pour tel débit, j'ai telle paire de charges, et je vais extrapoler une loi quadratique qui va être supposée correcte, et je suppose que c'est vrai en permanence. Et je ne vais pas aller dans le détail parce qu'elle n'est pas vraiment quadratique, parce que là j'ai un écoulement qui est turbulent, là il est laminaire, et donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on doit essayer de virer, et c'est l'équilibre qu'on essaye de trouver entre un modèle complexe mais inutile, et lent et donc cher, et un modèle qui a bon compromis sur sa complexité et ce qu'on veut en faire. Ouais. Comment ça, si on va trop loin ou pas, selon on va dire, si on a une application critique? Avec le cœur. C'est tout un compromis, il n'y a pas. C'est savoir ce que tu veux faire et connaître un peu ton installation et dire oui mais cette partie-là je m'en fous, je vais supposer que cette pression elle est constante, je sais qu'elle varie en fonction de ça, mais ça je m'en fous. Je mets une condition limite et je mets que la pression est constante ici. Et tout l'amont de mon circuit, je m'en fous, je mets une condition ici constante. C'est plein de choses comme ça qu'on vient de dire qui sont vraiment à trouver. Si c'est une centrale électrique. Alors, on est alors dans le cas où on va avoir du temps et de l'argent pour mieux faire le modèle. Mais même là, le modèle n'est pas parfait, on le sait. Donc, il faut y aller avec le cœur. Bla 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 bla. Tout ceci est déjà dit. Et nos modèles boîte noire, on en a parlé. Alors, petite remarque commune, ça c'est important et vous allez trouver ça dans plein d'autres choses. Vous en avez déjà peut-être parlé dans d'autres contextes et vous en reparlerez encore l'année prochaine. Beaucoup pour les automaticiens en identification, un peu pour les IM dans un projet qui s'appelle Machine Learning. La notion d'overfitting ou de surapprentissage. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Si vous avez, je dirais que on va commencer par un exemple visuel, ça fera le lien avec ce que vous connaissez. On se met dans un contexte où vous voulez faire de l'approximation de fonctions. Donc, oubliez la régulation, oubliez le process. On s'est déjà parlé de cette notion-là dans un exemple tout simple où j'ai mesuré des expériences pour lesquelles j'ai une entrée que je peux piloter, je peux la changer, et j'ai une conséquence, donc une sortie, et donc j'ai une fonction, parce que la sortie est une fonction de mon entrée. Et cette fonction, dans cet exemple, vous voyez que volontairement,
ben, on l'a mise non linéaire, on a pris un truc non linéaire simple, donc c'est une fonction quadratique. Et donc, le process, la physique réelle, on sait qu'elle est quadratique. On dit qu'on a pris des mesures sur cette installation, et donc je les mesure, vous les voyez ici sur ces points-là. Et votre objectif, c'est de travailler à l'envers, c'est à partir des mesures que vous avez faites sur le système, autrement dit, vous n'avez qu'accès aux points mesurés, les boulettes noires, vous devez retrouver le modèle, autrement dit l'équation qui régit ceci. Et donc là, vous avez plusieurs essais qui sont faits par simple approximation de fonction. Donc vous avez déjà vu ça 1000 fois, ce que c'était l'approximation de fonction. Ici, on a fait une approximation de fonction d'ordre 2, on va augmenter dans les ordres, jusqu'à arriver à un ordre 5, 10, etc. etc. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez qu'une approximation d'ordre assez bas, donc d'ordre 2, eh bien, elle colle assez bien à la réalité, parce que vous avez quelque chose qui est proche de ce que vous attendez. Donc le bleu est à peu près proche du vert. Qu'est-ce que vous voyez sur les ordres de plus en plus élevés? Eh bien, en réalité, le modèle est de mieux en mieux, parce qu'il colle le plus possible sur mes points. Mon modèle d'ordre élevé, d'ordre 10, il passe quasiment par tous mes points. Donc le modèle d'ordre 10 est bien meilleur que l'ordre 2. Vous êtes d'accord avec moi? C'est complètement faux, évidemment. Quelle est l'erreur qu'on fait quand on travaille comme ça par approximation de fonction un peu idiote, ce que je viens de faire comme raisonnement, c'est d'essayer de passer parfaitement par tous les points. Mais ce n'est pas ça de l'approximation de fonction. On sait très bien que les mesures, elles ne sont pas parfaites parce que, eh bien, vous avez du bruit sur la mesure, parce que vous avez quelque chose qui fait une hypothèse d'origine permanente et que vous êtes en transitoire, parce que blablabla, plein de raisons font que quand vous avez des mesures, elles sont toujours entachées d'un certain bruit de mesure. Et c'est bien ça que vous avez ici, le process réel. On sait qu'il a une tête verte, et pourtant les mesures qu'on a faites dessus, elles nous montrent autre chose. En fait, c'est le process réel plus du bruit. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici quand j'essaie de faire de l'approximation de fonctions d'ordre élevé? Je commence à ne plus approximer la vraie partie du process qui est la tendance générale de tous les points ensemble. Le process, c'est tous les points ensemble, autrement dit en moyenne. Et si je commence à travailler à des ordres trop élevés, mon approximation de fonction ne fait plus ça. Elle commence à simplement essayer de faire un truc qui passe par tous les points. Mais il n'y a plus cette notion de tendance des points ensemble. Autrement dit, on n'est plus en train d'identifier le process sur lequel on travaille, on est en train d'identifier le bruit. Et donc ça, c'est un exemple très simple d'approximation de fonction qui vous montre qu'il ne faut pas faire du surapprentissage, c'est ça le surapprentissage, et concrètement, comment est-ce que vous pourriez anticiper ça? Qu'est-ce qui se passe quand j'augmente en ordre? Qu'est-ce que je crée comme problème dans mon modèle? Fait que je tombe dans ce piège du surapprentissage. Quand vous avez une équation d'ordre 10, un polynôme d'ordre 10, par rapport à un polynôme d'ordre 2, qu'est-ce que vous avez en plus en fait dans l'ordre 10? Quoi? Trop de facteurs, trop de coefficients réglables. Quand vous avez une droite, donc la droite des moins 1 carré, un polynôme d'ordre 1, vous avez combien de coefficients dans 2, l'offset et la pente? Vous n'avez que 2 paramètres à trouver. Ce sont les paramètres que votre algorithme d'optimisation trouve quand vous faites de l'approximation de fonctions. Si vous commencez à monter un ordre 2, 3, 4, ben vous augmentez le nombre de coefficients. Donc linéaire, vous avez du ax plus b. Quadratique, vous avez du ax plus b. Vous rajoutez le terme quadratique et un coefficient. Donc vous rajoutez d'autant plus de paramètres que vous allez trouver. Mais si vous avez un polynôme d'ordre 10, vous avez donc 11 coefficients, et que vous avez 11 points sur votre expérience, qu'est-ce qu'elle va faire votre approximation de fonction? Si vous avez 11 points d'expérience mesurée, et que vous avez 11 coefficients dans votre modèle, parce que votre modèle est un polynôme d'ordre 10, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 11 équations à 11 inconnus. Madame Carrie, elle vous a dit que ça vous donne un système d'équations dont vous pouvez reconnaître la solution unique. C'est quoi la différence entre trouver la solution unique et trouver la solution au sens des moindres carrés? La solution au sens des moindres carrés, c'est passer en moyenne au centre, entre guillemets, de tous les points. Et donc, vous ne passez pas vous passez par aucun des points, potentiellement par aucun des points, mais vous passez en moyenne proche de tous les points. Et ça, résoudre par la droite des moindres carrés. Quand vous commencez à résoudre par la droite des moindres carrés, enfin, à résoudre au sens des moindres carrés, et que vous n'êtes plus sur une droite, mais que vous augmentez les ordres,
si vous avez autant de coefficients dans votre modèle que de points, vous avez une résolution au sens des moindres carrés parfaite. Autrement dit, vous passez parfaitement par tous les points. C'est quelque part déjà ça qui se passe ici. Vous passez presque parfaitement par tous les points. Et donc, vous n'êtes plus du tout en train d'estimer la tendance. Eh bien, quel est le lien avec ce dont on était en train de parler? C'est le fait que quand on fait des identifications, de l'identification boîte noire, donc je reviens en arrière sur ma notation de boîte noire, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise des modèles un peu plus complexes que simplement faire un stretch Dvoida-Wander-Ginter? On développe des modèles comme de cette tête-ci que vous connaissez, ça correspond à ce que vous avez fait en discret, quand vous avez écrit des équations récurrentes, où on travaille en échantillonné, et on dit que la sortie du système au temps t, au temps k, eh bien, peut s'exprimer comme étant une fonction linéaire de la sortie, il y a une période d'échantillonnage, de la sortie, il y a 2 périodes d'échantillonnage, de l'entrée maintenant, de l'entrée, il y a une période d'échantillonnage, etc., etc., etc. Et donc, quand on fait de l'identification boîte noire pour essayer d'obtenir des fonctions de transfert un peu plus intéressantes qu'un Broida et avec des signaux d'excitation plus intéressants qu'un step, on vise d'obtenir ce genre de fonction de transfert-là. Et au plus l'ordre de la fonction de transfert est élevé, au plus vous avez de coefficients. D'où le lien avec ce qu'on vient de faire ici. On est exactement, et c'est vraiment ça qu'on fait, on fait de l'approximation de fonctions, tout comme vous avez fait une droite des moindres carrés, pour obtenir une fonction de transfert discrète en se basant sur des signaux d'excitation. C'est finalement l'extension un peu plus maligne du step qui vous donne un Broida. Ça sera des signaux d'excitation plus excités, plus intéressants qu'un step, et ça vous donnera des fonctions de transfert plus intéressantes, d'ordre plus élevé qu'un Broida. Encore une fois, ça ne sert à rien d'aller sur un ordre 1000. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on fait des modèles boîte noire. Donc on est toujours occupé ici à parler du process, du fait qu'on a besoin d'une fonction de transfert, des 2 manières pour l'obtenir, modélisation ou identification. Et donc on parle aussi de boîte blanche, boîte noire, et je vous l'ai dit, ce qu'on fait souvent en pratique, c'est travailler un peu en modèle boîte grise, donc être entre les deux. Monsieur, Oui, est-ce que c'est dangereux notre information? c'est pas ça, c'est very important. Je sais pas. Est-ce que ça peut En fait, c'est des boîtes quand ils mettent ça. Oui, ça va, merci. Je vous le dirai s'il y a des trucs qui ne sont pas intéressants. Mais retenez que c'est très important. Et donc, juste pour clôturer ces petits trucs-là, l'exemple ici, la manière de voir que l'on n'est pas tombé dans ce piège du surapprentissage, c'est de diviser la base de données en 2, base de données d'apprentissage ou d'identification et base de données de validation. Pour essayer d'observer la chose suivante, c'est le fait que quand vous augmentez l'ordre de vos fonctions de transfert ou l'ordre de vos polynômes dans cet exemple-ci, eh bien en réalité, la qualité de l'approximation, donc la fonction de coût, la somme des carrés des erreurs, ce que vous essayez de minimiser quand vous faites une droite des moindres carrés, eh bien vous allez avoir un résultat meilleur, donc une plus petite erreur sur les points qui vous ont servi à construire le modèle. Par contre, vous allez commencer à voir une dégradation du modèle sur la base de données de prédiction ou de validation. Donc ça, si je reviens en arrière, c'est ce qu'on vous montre ici. On va diviser les points que l'on a à nos dispositions, donc qui étaient noirs, en 2 parties. Une base de données qu'on va garder pour créer le modèle et une base de données qu'on va garder pour valider le modèle. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de voir qu'on n'est pas tombé dans le piège de surapprentissage dont on parlait. Alors, vous pourriez me dire, mais c'est très con, on le voit ici. Mais pourquoi est-ce qu'on doit raisonner comme ça? Parce que quand on veut faire de l'approximation de fonctions dans des grandes dimensions, plus que 2 dimensions, on ne sait pas visualiser ceci. Donc le raisonnement que je fais ici est inutile à 2 dimensions parce qu'on voit le surapprentissage. L'objectif, c'est d'en discuter pour pouvoir avoir des critères qui sont généralisables à plus de dimensions. Donc, typiquement, on va travailler sur des dimensions plus grandes. Regardez ici, par exemple, si je reviens sur l'approximation de fonctions qu'on va faire, on a dit qu'on était sur ce genre de fonction-ci. Et donc, la fonction que l'on doit utiliser, c'est calculer ceci en fonction de tac, 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 tac. Et donc, on va vite être sur des ordres 3, et donc on aura 5, 6, 7 paramètres ici. Autrement dit, on est typiquement, quand on fait l'identification de fonctions basée en mode boîte noire, et qu'on n'est pas dans l'approche bébé de step et stretch, on est déjà en train de faire de l'approximation de fonctions avec 5, 6, 7 entrées. Autrement dit, je ne sais plus visualiser mon approximation de fonctions. Donc la discussion qu'on a ici, c'est pour la généraliser à haute dimension. Mais ici, on sait évidemment visualiser la chose suivante. Si je divise ma base de données, donc mes points à disposition, en 2,
paquets. Un paquet que je vais garder pour faire l'identification de mon système, autrement dit pour construire mon approximateur, et l'autre que je vais garder pour faire de la validation, donc avoir quelque chose qui est une validation externe, donc qui n'a pas servi pendant la construction de mon modèle. Eh bien, on va pouvoir faire la chose suivante. On va construire le modèle. Il me manque une courbe, c'est pas grave. On va construire le modèle. Et qu'est-ce qui va se passer? Si les points qui servent à le construire tombent dans le piège qu'on avait ici au-dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Imaginez ici que j'ai divisé les points noirs en une partie de points que je garde pour créer le modèle, ce que j'ai fait ici, mais l'autre qui ne sert pas. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir des ordres assez bas, donc ordre 2? Si je fais une approximation avec une partie des points, j'ai mon modèle d'ordre 2, et que j'essaye de prédire les points non utilisés, donc ceux de validation, avec mon modèle, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Ça ne sera pas trop mauvais. Par contre, si je crée ma fonction rose ici, donc mon ordre 10, qui passe quasiment parfaitement par tous les points qui ont servi à créer ce modèle, donc les points de validation, et qu'ensuite je regarde comment est-ce que les points que je n'ai pas utilisés pour faire ce modèle, donc je crois que je viens de me tromper, donc je construis ma fonction avec les points d'identification. Ça me donne ma courbe rose. Et puis les points qui n'ont pas servi pour faire l'identification, donc les points de validation, j'essaie de les prédire, autrement dit, regardez comment est-ce qu'ils collent sur la courbe rose. Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir avec ça? Que pour des ordres bas, eh bien, je vais avoir que la prédiction des points de validation va être plus ou moins correcte. Par contre, quand je commence à monter trop haut, eh bien, les points qui servent à créer le modèle vont être parfaitement prédits, et je vais commencer à faire le yo-yo et passer parfaitement par tous les points. Mais vous voyez bien que les points qui n'auront pas servi à créer cette fonction, quand je vais regarder s'ils collent bien sur cette laide fonction qui fait du yo-yo, est-ce qu'ils vont bien coller dessus? Je vous ai perdu? Ils ne vont pas bien coller dessus. Et donc, c'est exactement ça qu'on voit ici. C'est que dans un premier temps, vous allez avoir une diminution de la fonction de coût. Autrement dit, quand vous augmentez la complexité de votre fonction, eh bien, vous allez avoir quelque chose qui va être de mieux en mieux. Et à partir d'un certain moment, vous allez voir que les points qui servent à faire l'identification vont être de moins en moins... l'erreur va être de plus en plus basse, donc ils sont de mieux en mieux prédits. Je commence à passer parfaitement par tous ces points-là, mais c'est clair que les autres vont commencer de moins en moins prédits dans cette fonction-là. Et donc ça fait partie de toutes les choses auxquelles on doit prêter attention quand on fait de l'identification de fonctions, pour faire de l'identification de fonctions de transfert, donc apporter l'aspect dynamique. Le lien entre les deux, c'est quoi? Vous avez ici le lien avec le graphe que je viens de vous montrer, pour lequel on avait une courbe x, y statique, et ce qu'on essaye de faire, c'est faire coller une fonction y qui est la sortie liée à l'entrée x, et mon abscisse c'est mon ordre d sur mon graphe d'après, pour un ordre 2 ou pour un ordre 10 comme je vous l'ai montré après. Donc ça c'est l'approximation de fonction assez classique. Je reviens pour une toute petite remarque après. Et le lien avec ce qu'on fait, c'est que nous, dès qu'on est en dynamique, on va avoir des régressions qui vont être non linéaires. Mais déjà pour un premier ordre, vous voyez qu'on va avoir des exponentielles qui vont arriver si on travaille en continu. Si on essaie directement de faire ça en fonction de transfert, avec le y de k, etc., je vous ai montré que ça allait être linéaire, mais là c'est un peu aller trop dans le détail. Dernière petite remarque ici. Est-ce que le problème que je dois résoudre pour trouver mes coefficients en C est un problème linéaire ou un problème non linéaire? Question de jury de maturité, ça sort quasiment tous les ans. Ah, ouais, trouver les coefficients C, C0, C1, etc. pour résoudre ceci au sens des moindres carrés, quand j'ai des points x, y et que je dois fitter dedans. Est-ce que trouver ces points C, ces coefficients C, est un problème linéaire ou non linéaire? Sachant que mon équation est non linéaire dès que j'ai un ordre 2. J'ai un modèle non linéaire parce que j'ai une équation non linéaire. Dès que je suis à l'ordre 2, je suis non linéaire. Est-ce que le problème que je dois résoudre est une droite des moindres carrés ou pas? Est un problème au sens des moindres carrés ou pas? Comment apparaissent mes variables C dans mon équation? Elles apparaissent linéairement, toujours C fois, C fois, C fois. C apparaît de manière linéaire ici. Et donc, ce problème à résoudre est un problème linéaire. Vous avez un polynôme qui est une fonction non linéaire, mais quand vous cherchez à faire
quand vous cherchez à passer par tous ces points x, y, ce que vous cherchez, ce sont les coefficients c qui font que vous passez le mieux possible avec les points. Et ça reste un problème linéaire. Avantage, c'est que c'est très facile à résoudre. Et blablabla, ça vous le verrez dans un autre cas. Alors, dernière petite remarque ici, ça on en a parlé. Quand on essaie de faire des modèles en approche boîte noire, il faut toujours bien faire attention à l'excitation du système. Qu'est-ce qu'il y a à en dire pour finir ce sujet-là? Ce sont des choses que vous connaissez bien. Oui, je vais refaire le point ici là-dessus, après on pourra passer à la suite. L'excitation du système, quand vous êtes en boîte noire, c'est fondamental. Donc, boîte blanche, modélisation, c'est les équations. Il ne faut pas exciter le système, il ne faut pas le faire vivre. Quand vous êtes en approche boîte noire ou excitation du système, il est à votre disposition, vous faites des tests. Qu'est-ce que vous allez choisir comme signaux d'excitation? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Saute un step, saute l'autre signal qui est composé de plusieurs. Oui. Donc il faut qu'il soit assez excité. Donc si vous avez, et ça arrive encore assez souvent, vous avez votre client, vous avez votre chef, qui est vraiment très con, qui va vous dire, tiens, voilà 3 gigas de données, essayez de trouver la fonction de transfert du process, parce qu'il faut faire la régulation de ce base-là. Et vous avez énormément de données. Qu'est-ce qu'il peut faire quand en réalité, vous n'avez aucune donnée pertinente pour regarder, pour observer la dynamique du système? Oui. Alors, c'est effectivement déjà une chose. Si vous avez trop de bruit de mesure, ça peut vous emmerder. Pourquoi? Il y a des points qui sont. On a beaucoup plus de points au lieu d'avoir juste D'accord, mais qu'est-ce que vous devez faire? Je veux revenir à mon signal d'excitation. Si vous avez du bruit de mesure, qu'est-ce que vous devez faire pour que votre signal d'excitation soit pertinent? Quoi? Un plus grand signal, de manière à ce que la dynamique que vous voulez voir, que vous voulez exciter, soit significativement plus grande que le bruit de mesure. C'est la notion de rapport signal-bruit. La partie intéressante doit être beaucoup plus grande que la partie pas intéressante que le bruit. Donc là, il y a un lien avec le signal d'excitation. Dans ma question, il y avait d'autres solutions possibles, très importantes. J'ai 10 gigas de données, et donc on me dit, tiens, débrouille-toi avec ça, tu as 10 gigas, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce qui fait que c'est pas vrai? Si c'est pas le bon point de fonctionnement. Quoi? Si c'est pas le bon point de fonctionnement. Alors effectivement, vous pouvez avoir que vous n'avez dans ces données que des données intéressantes à un point de fonctionnement, et pas tous les points de fonctionnement. Donc ces données peuvent être incomplètes. Autrement dit, si vous devez faire des tests, et que vous savez que le système est non linéaire, eh bien vous allez l'exciter à plusieurs points de fonctionnement. Autre raison pour dire, oui, mais tes 10 gigas, il n'y a rien là-dedans. Hein. Faut être sûr qu'on excite bien le manipulated value. Oui. Autrement dit, quel pourrait être le scénario où ce n'est pas le cas? On nous donne des données. Vous êtes en fonctionnement normal de l'installation, elle est en mode automatique, et vous avez quelque chose qui varie très doucement, voire même ne varie pas, et vous n'avez jamais de point de fonctionnement, ou bien, si vous avez des perturbations ou des points de fonctionnement, ils sont 10, 100 fois plus lents que la dynamique de votre système. Ça veut dire quoi ça en fait? Si les variations de consigne ou les perturbations sont beaucoup plus lentes que la dynamique de votre système, qu'est-ce que vous n'avez pas dans vos données? De transitoire. Vous n'avez quasiment pas de transitoire. L'excitation, qu'elle soit par la consigne ou par la perturbation, est tellement lente que votre système il réagit quasiment pas dans sa dynamique. Autrement dit, voilà toutes les choses auxquelles il faut faire attention. Effectivement, le bruit, exciter le système dans plusieurs places de fonctionnement, si vous savez que le système va être régulé dans plusieurs places de fonctionnement, et bien faire attention à ce qu'il soit assez excité. Et donc, le signal le plus simple, assez excité, c'est le step, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et la notion de boîte noire dont on parlait là, ben, elle permet de traiter des signaux d'excitation bien plus intéressants. Celui dont tu parlais, dont je vous ai un petit peu parlé en première séance, ce qu'on appelle un PRBS. On fait du haut, bas, de manière pseudo-aléatoire pour essayer d'exciter le système de manière plus intéressante qu'instant. Et voilà qui conclut, je crois, notre partie modèle. Et on va pouvoir partir. Ah non, pardon, j'ai encore oublié une petite chose. On disait qu'on avait besoin de modèles assez simples pour faire de la régulation. Si vous avez des modèles trop complexes, je vous ai dit tout à l'heure, ben, vous ne saurez pas quoi en faire. Eh bien, si vous avez des modèles trop complexes, ce qu'on va souvent essayer de faire, c'est d'essayer de les simplifier. Alors, pas simplifier par hypothèse de modélisation, comme je le disais tout à l'heure. On part ici du fait qu'on a une fonction de transfert linéarisée, mais d'ordre trop élevé, et que du coup, on est en mode, qu'est-ce que je vais en faire moi je sais très facilement calculer un régulateur pour un ordre 1, pour un ordre 2. Par contre, pour des ordres plus élevés, c'est très, très emmerdant. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va négliger ou simplifier une partie de la fonction de transfert.
Donc partons du contexte où on a une fonction de transfert d'ordre 5, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour simplifier une fonction de transfert? Sachant que typiquement, ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'on vous montre ici, c'est se ramener vers un ordre 1 ou un ordre 2. C'est pour ça que au labo de Régule, vous allez travailler avec Stresch, Boreda, Winterginten, c'est des ordres très réduits. Donc si vous avez un ordre 5, 6, 10, et que vous voulez du coup le simplifier parce que vous êtes en mode, oui mais je ne vais pas travailler de manière fréquentielle, quand vous êtes en fréquentielle et que vous utilisez MATLAB, en gros on s'en fout un peu de l'ordre. Quand on ne fait pas ça, on aime bien se ramener à un truc plus compact, parce que si vous devez faire des calculs à la main, c'est plus simple, et puis on comprend mieux un système d'ordre bas, avec peu de paramètres, qu'un système d'ordre élevé. Je reviens à ma question, vous avez un système d'ordre 10, et vous voulez revenir vers un ordre 1, 2 max. Comment est-ce que vous proposez de le simplifier? Qu'est-ce que vous pouvez négliger, par exemple? C'est une dynamique qui sont trop rapides. C'est les dynamiques qui sont rapides ou les dynamiques qui sont lentes, qu'on peut dire? Pourquoi? C'est les points enfin, parce que la réponse en régie permanente dépend des feuilles les plus lentes. Ça, c'est la théorie. C'est faut le temps. J'ai rien compris. Qui dit que ceux qu'on peut négliger, ce sont les constantes de temps grandes? Qui dit que les constantes de temps qu'on peut négliger sont les constantes de temps petites? C'est l'un ou l'autre. Qui dit qu'on peut enlever les rapides? Donc si c'est rapide, je peux les enlever. Mais ça dépend. Ce qu'on aime bien en régule, c'est quand ça va vite. Ça dépend. Qui dit que ce sont les lentes qu'on peut enlever? Ça dépend ce qu'on cherche, non? Et les autres, qu'est-ce que vous pensez? Que ce sont les moyennes? On va enlever les moyennes? C'est évidemment les rapides. C'est quoi le raisonnement? La dynamique du système soit régie par les pôles les plus longs. Genre des trucs, c'est très beau, et c'est vrai. Hein. Donc, j'ai un système qui se comporte comme ceci. Si je lui rajoute une dynamique rapide, comment est-ce que je vais le modifier? Bah, il va être... Si je lui rajoute une dynamique rapide, c'est un peu comme si je le faisais d'abord passer dans un premier ordre très rapide. Ça va changer quoi? Ça va un petit peu ralentir la réponse ici. Si je lui rajoute une dynamique lente, plus lente que lui-même, c'est la dynamique que je vais rajouter qui va freiner le truc. Et je vais comme ça avoir ceci. Autrement dit, celle qui ne change quasiment rien, c'est la petite, c'est la rapide. Donc c'est clair que si on devait négliger quelque chose, ce seraient les constantes de temps les plus petites. Donc ça, c'est une manière de travailler. Si on veut faire mieux que les virer, que les négliger, ce qu'on va faire aussi souvent, c'est faire une approximation où on va les foutre dans le temps mort. On va faire de l'approximation des fois de temps mort, et des fois on va faire de l'approximation de contre de temps, pour les mettre dans le temps mort. Les deux sont possibles, et vous allez voir ça dans le raisonnement suivant. Donc, ça vous connaissez déjà. Si ma réponse réelle est la réponse verte, mon approximation de Boreda, elle va avoir à peu près cette tête-ci. Si vous faites une approximation un peu bof, si vous faites une meilleure approximation, autrement dit que vous n'utilisez pas les modèles graphiques Boreda, Stresch, Van der Grinten, que vous avez vu au labo, vous donnez le truc bleu, mais que vous utilisez un outil d'optimisation, F-Minute Search comme vous l'avez fait, vous pouvez avoir quelque chose de mieux. Ça, c'était pas ma remarque ici. On va parler des approximations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un temps mort et que ça nous embête? Le temps mort, des fois, on ne l'aime pas parce que dans la boucle fermée, mathématiquement, il ne tombe pas bien. La partie polynomiale des fonctions de transfert, un polynôme reste un polynôme, c'est très simple. Le temps mort, quand vous le mettez dans la boucle fermée, ça devient un élément dans les polynômes, ça devient le bordel. Donc, quand on en a envie et qu'on peut se le permettre, le temps mort, on va essayer de l'approximer. Et voilà diverses manières d'essayer d'approximer un temps mort. C'est purement mathématique. Vous connaissez les approximations de Taylor, limitées à l'ordre 1, 2, 3, 4, etc. Eh bien, si vous regardez l'approximation d'une exponentielle, voilà deux approximations possibles d'ordre 1 pour Taylor. Et donc, j'ai ici que le temps mort va, par exemple, pouvoir être approximé par un premier ordre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'erreur de modélisation, ou l'erreur d'approximation plutôt, c'est qu'un temps mort, autrement dit, j'ai mon step qui arrive ici, et la sortie, c'est la même chose décalée d'un certain temps. Si je dis que le temps mort devient un premier ordre dont la constante de temps vaut le temps mort, mais ça devient ça comme approximation. Donc c'est assez grossier. Hein. Mais de temps en temps, ça nous sert quand même pour essayer de simplifier les choses.
Celle-ci, c'est une autre approximation, ce qu'on appelle l'approximation padée. C'est un peu la même idée, mais c'est plus intéressant pour les temps morts. Eh bien, l'idée, c'est d'approximer le temps mort par ce machin-là. Ce machin-là, on l'utilise partout en régulation, vous le connaissez déjà très bien maintenant. Comment est-ce qu'on appelle ce truc-là? Git-lag. Comment est-ce qu'on appelle cette fonction de transfert? Un git-lag. Un lead lag. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce lead lag ici? Il a un lead, une constante de temps au-dessus, qui est négative. Ça veut dire quoi quand vous avez une constante de temps négative au dénominateur, au numérateur? Commence dans l'autre sens. Ça veut dire que vous êtes instable? On est stable, mais ça commence dans l'autre sens. On est stable, mais c'est ce qu'on appelle avoir une réponse inverse. Et donc ceci, ça va réagir comme ça, comme approximation. Ça va d'abord partir dans l'autre sens, et puis ça va revenir comme ceci. Autrement dit, l'idée, c'est que comme le premier ordre, donc la partie dénominateur, eh bien, elle a tendance à nous freiner. Qu'est-ce qu'on fait ici? On dit qu'on part d'abord dans l'autre sens, comme ça on peut revenir un peu plus vite ici. La constante de temps de celui-ci, elle est 2 fois plus rapide que la constante de temps de celui-ci. Pourquoi? Bien parce que je dis que je vais d'abord dans l'autre sens, avant de revenir dans le bon sens. Et donc c'est une approximation qu'on utilise assez souvent, elle est meilleure que celle-ci. Vous allez voir que mathématiquement, on va vraiment faire la solution du lâche. Mathématiquement, des fois c'est là qui nous intéresse, des fois c'est là qui nous intéresse pour simplifier les choses. Des fois c'est ça, le seul argument pour faire le choix, c'est obtenir quelque chose de simple, parce que l'idée c'est d'approximer pour avoir des fonctions de transfert d'ordre réduit, donc simplifier les choses. Donc ça c'est une des méthodes pour négliger les constantes de temps rapides, virer les temps morts, donc simplifier les temps morts pour les transformer par des polynômes parce que c'est plus facile à traiter. Vous avez une autre méthode qui est quand même plus intéressante que celle-là, que l'on va comparer ici, et qu'on va appeler ici la méthode de Skobelstadt, qui fait l'hypothèse suivante. Vous avez un modèle d'ordre élevé, c'est bien le contexte dans lequel on est, on a une fonction de transfert avec beaucoup de pôles, beaucoup de zéros, on va se concentrer sur les pôles. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que on veut obtenir un modèle d'ordre réduit et on va imposer un modèle d'ordre 1 ou 2, par exemple. Donc, je vais imposer l'ordre du modèle que je veux avoir, de nouveau, pour avoir quelque chose de simple à traiter. Et comment est-ce qu'on va traiter les autres constantes de temps? Eh bien, on va regarder toutes celles. Donc, évidemment, on va d'abord commencer à traiter, à classer les constantes de temps par ordre. Donc, je vais commencer par les plus importantes, donc les plus lentes. Je vais garder les plus lentes en correspondant à l'ordre que je veux. Donc, si je veux un ordre 2, après simplification, je vais garder les 2 plus lentes. Ça, c'est assez logique, c'est ce que vous avez dit. Et qu'est-ce qu'on va faire de toutes les autres qu'on va essayer de négliger? Eh bien, on va traiter différemment la première de celles qu'on veut négliger et toutes les autres. La première de celles qu'on veut négliger, donc la plus grande de celles qu'on veut négliger, on va mettre la moitié dans le temps mort, et la moitié, on va la rajouter à la plus petite constante de temps du modèle qu'on garde. Toutes les autres constantes de temps qu'on doit virer, on va toutes les mettre dans le temps mort. D'accord? C'est ça la loi empirique de Skobelstadt, et on va montrer quelques exemples ici, pour lesquels on va comparer les deux approches. Celle qu'on va appeler ici Taylor, qui est mettre toutes les constantes de temps négligées dans le temps mort, et celle qu'on va appeler Skobelstadt, qui va utiliser cette règle-ci. Donc, on impose l'ordre qu'on veut avoir à la fin. Je veux un ordre 2 typiquement, 1 ou 2 typiquement. Donc, je vais garder là où les 2 premières constantes de temps selon l'ordre que je veux, en prenant les plus grandes. Toutes les autres, c'est celles qu'on veut négliger. Donc, toutes les autres, elles sont encore classées par ordre de grandeur. La plus grande de celles que je veux négliger, je vais mettre la moitié sur la plus petite constante de temps que j'ai gardé, la moitié sur le temps mort. Et toutes les autres que je veux négliger, je ne les vire pas, je les mets dans le temps mort. D'accord? Et vous allez voir que ça nous donne quelque chose d'assez intéressant comme approximation. Donc, prenons un exemple d'ordre élevé, ordre 3, et on va d'abord le traiter par la méthode de Taylor, après on le fera en Skobelstadt. La méthode de Taylor, si vous voulez avoir un ordre 1, donc un modèle de Broïda, qu'est-ce qu'elle dit? Vous allez garder la constante de temps la plus lente, c'est ce que vous avez dit spontanément, vous avez raison. Donc je garde ça, avec évidemment le gain, et tout ça, je veux le virer. Eh bien, avec ce qu'on vient de voir comme approximation de Taylor, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, cette constante de temps-là, je vais aller la taper comme étant le temps mort, celle-là aussi, et celle-là aussi. C'est ce qu'on a vu juste avant. On va les mettre dans le temps mort. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que le 0 instable ici, on l'a vu plutôt dans Taylor, on va l'approximer par un temps mort.
La petite constante de temps, on va l'approximer par un temps mort. L'autre petite constante de temps, on va l'approximer comme un temps mort. Et donc, j'ai 3 temps morts, l'un derrière l'autre. Je peux faire la somme des temps morts. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la constante de temps que j'ai gardée. Et tout le reste, j'ai été foutre dans le temps mort. Ça, c'est déjà mieux que simplement virer les constantes de temps en disant c'est petit, c'est petit, c'est petit, je dégage. Là, on a quelque chose qui est un compromis plus intéressant. On a simplifié la fonction de transfert, mais on ne les a pas négligés, on les a simplifiés en les mettant dans le temps mort. Oui, Vous n'avez pas dit qu'un temps mort c'est chiant en réalité. oui, mais si tu veux ne pas avoir de temps mort, en fait, il y a une remarque intéressante. On ne peut pas tout avoir. Si votre système a vraiment un délai de réponse, donc un temps mort, soit vous devez le traiter, soit vous devez passer en ordre élevé. Si vous voulez avoir quelque chose qui ressemble, donc mon système réel est tel que quand je tape un échelon dedans, ça répond comme ceci. Est-ce que c'est possible d'avoir une bonne fonction de transfert qui n'est ni temps mort, ni ordre élevé? Non, c'est pas possible. Donc, quand je parle de compromis, il faut aussi voir ce qu'on veut avoir. Donc, effectivement, le temps mort est emmerdant, mais quand on en a besoin, on en a besoin. Donc, s'il est petit, on va essayer de le virer, mais s'il n'est pas petit, on doit faire avec. Donc, je n'ai pas dit qu'on allait toujours travailler sans temps mort. S'il est petit, on aime bien. Quand on peut le virer. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Si vraiment tu as un retard comme ça et que tu ne veux pas travailler avec un temps mort, ce qu'on fait des fois, alors on doit travailler avec des ordres élevés. Un système d'ordre 5 va pouvoir commencer à répondre à ceci sans temps mort. Ça, c'est un système d'ordre 1, sans temps mort, ordre 2, sans temps mort, ordre 3. Et quand on veut faire une bonne approximation de temps mort, sans temps mort, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à des ordres, donc à partir de 10 ou 12, on commence à dire que ça commence à fort ressembler à un temps mort. Et donc, si vous avez vraiment un délai de réponse comme ça, soit vous devez travailler avec un temps mort, soit d'un ordre élevé. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'aime pas les temps morts. Quand il y a moyen de les virer, on essaie de les virer. Et quand il est là, soit on le garde, soit on passe en ordre élevé. On maquille le problème. Quoi? On maquille le problème. Oui, mais s'il y a vraiment un grand temps mort, il faut que j'en tienne compte, soit comme temps mort, soit comme ordre élevé. Donc ça, c'est une manière d'essayer de travailler pour obtenir des fonctions de transfert simples comme un brouillard. Mais je répète encore une fois, l'idée, c'est de ne pas simplement négliger les constantes de temps rapide, mais c'est de les remplacer en les mettant dans le temps mort. On n'a rien bêtement viré, on a simplifié en faisant cette approximation-ci. Si on fait l'approximation de Skogestad sur le même exemple, avec le même objectif qui est d'obtenir un ordre 1, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va de nouveau garder cette constante de temps-là. Donc, je m'impose de garder qu'une constante de temps. Je prends donc encore une fois la plus grosse. Les autres, vous voyez qu'elles sont classées par ordre décroissant. Donc, j'en ai 2 ici que je veux négliger. Donc, je vais commencer à traiter premièrement la plus grosse de celle que je veux négliger. En la divisant par 2, la moitié va aller comme approximation dans le temps mort, l'autre moitié comme approximation sur la plus petite des constantes de temps que j'ai gardées. J'en ai gardé qu'une. Donc là, la question ne se pose pas. Donc, Skogestad, pour un ordre 1, je garde la plus grande constante de temps. Toutes les autres, qu'est-ce que je vais faire? La première, je la divise en 2, moitié sur le temps mort, moitié sur la plus petite constante de temps que j'ai gardée. Toutes les autres, temps mort. Est-ce que c'est ça qu'on fait ici? Vous avez la constante de temps que vous gardez, vous rajoutez la moitié de celle-ci, donc 1,5, et donc vous allez avoir 6,5 secondes comme constante de temps. L'autre moitié de la plus grande de celle que j'ai négligée va passer dans le temps mort. Donc je vais avoir un temps mort, au début j'en ai pas dans le process, donc de 1,5. Ceci et ceci va aussi dégager dans le temps, plus 1,5, plus 0,1, ça nous donne bien 2,1 de temps mort. Et donc j'ai ici une meilleure approximation que Taylor, qui était déjà une meilleure approximation que simplement négliger les constantes de temps. Dans cet exemple-ci, qu'est-ce que ça nous donne? La droite A approximée, la fonction transfert A approximée, l'approximation au premier ordre au centre de Taylor, vous avez le petit t ici pour le Taylor qu'on a fait comme premier exemple, et la deuxième approximation au sens de Skogestad avec le petit s ici qui vous le montre. Et dans cet exemple-ci, on voit déjà assez correctement que Skogestad nous donne une meilleure approximation. Deuxième exemple pour un ordre 2. Donc on repart de la même fonction de transfert, mais on a envie d'une fonction, on peut se permettre, on veut une fonction de transfert d'ordre 2.
Autrement dit, on dit qu'une approximation d'ordre 1 ne serait pas assez bonne pour notre application. On accepte un modèle légèrement plus complexe, on passe à l'ordre 2. Comment est-ce qu'on obtient cette simplification d'ordre 2 à partir d'un modèle d'ordre élevé? C'est toujours la même idée. Pour Taylor, on garde les constants de temps que l'on veut. Ben, si j'en veux 2, je garde les 2 plus grosses. Tout le reste dégage en temps mort. C'est ça l'approximation de Taylor. Donc ça, et ça dégage en temps mort. J'ai bien la somme des deux ici comme temps mort de 0,6. Et pour les constantes de temps, j'ai bien gardé les 2 plus grosses. Et c'est tout. Skogestad va nous faire une meilleure approximation. Skogestad, pour avoir ce même modèle d'ordre 2, je garde les 2 plus grosses et toutes les autres, c'est celles que je veux négliger. Il n'y en a qu'une. La plus petite, pardon, la plus grande de celles que je veux négliger, mais il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. La moitié va dans le temps mort, la moitié va dans la plus petite que j'ai gardée. Autrement dit, sur le 3. Donc je vais avoir comme constant de temps, mais la grosse, je la garde. La plus petite de celle que j'ai gardée, je la garde en lui rajoutant la moitié de la plus grande que j'ai négligée. Et tout le reste va dans le temps mort. Donc la moitié de celui-ci va dans le temps mort, celui-ci va dans le temps mort. J'ai donc ici la somme de ces trucs-là qui va dans le temps mort. Donc ça, c'est une manière plus correcte d'approximer un ordre élevé pour un ordre réduit, ordre 2 dans ce cas-ci. Oui. Ouais, parce que il a créé ça, c'est parce qu'il a vu que ça marchait ou... Oui, c'est des règles un peu. Je vous montrerai d'autres trucs. Règles de Skogestad, c'est un gars qui a inventé plein de machins là-dedans, qui passe sa vie à. Parce que d'abord, il a fait ça en théorie, il a vu En théorie, ça se justifie à peu près, mais c'est plutôt de l'expérimental, ceci. C'est un peu une règle de bon. C'est plutôt du bon sens qu'expérimental. C'est du bon sens, et voilà. Théoriquement, c'est de l'approximation, donc on peut dire que c'est une approximation plus maligne que Taylor, ça on peut le montrer, et c'est clair que c'est toujours meilleur que Taylor. Il n'y a pas une théorie qui permet de démontrer ça, c'est plutôt du bon sens, qui va dans l'idée de je veux simplifier, mais négliger, c'est trop bête comme résultat, je veux faire un peu mieux que négliger, donc je veux les garder d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans cet exemple-ci, de nouveau, la courbe approximée, le Skogestad qui colle, pardon, le Taylor qui colle déjà assez bien dessus, et le Taylor qui colle aussi assez bien dessus. Donc là, il n'y a pas grand-chose à en dire. En fait, comment ça se fait? Ça s'explique qu'on colle assez bien dessus. Pourquoi je reviens en arrière ici? Pourquoi est-ce que cet exemple se simplifie assez bien en ordre 2? Parce que c'est presque un ordre 2. Il n'y a pas grand-chose à simplifier là-dedans, donc c'est assez logique que ça tombe bien dessus. Donc l'exemple ici, c'est plus pour vous montrer la démarche. Là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on a un ordre 5, 6, 10 et qu'on l'implémente ici. Là, on n'a finalement pas eu grand-chose à simplifier parce qu'on est passé que d'un ordre 3 à un ordre 2. Résultat en fréquentiel, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. De nouveau, en vert, vous avez le vrai process. L'approximation Taylor au premier ordre que l'on avait faite. L'approximation de Skogestad au premier ordre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Skogestad est un peu mieux dans le fréquentiel aussi. On l'a vu en temporel. En fréquentiel, on voit qu'il colle plus longtemps à la courbe verte que le Taylor. Et en phase, on voit qu'il colle plus longtemps également. On a évidemment que les approximations d'ordre 2 sont meilleures, c'est assez logique évidemment. L'ordre 2 en Taylor et l'ordre 2 en Skogestad, qui se voit surtout ici en fréquentiel. En temporel, on voit à peine la différence. Mais c'est vrai que Skogestad, si en phase, on voit bien qu'on colle plus longtemps sur les phases. Et voilà qui clôture notre troisième partie. Encore une fois, je vous rappelle que l'idée, c'était de passer la partie numéro 3 sur l'analyse du système. Pour en parler aujourd'hui, on a parlé de modélisation, de non-linéarité, on a parlé de différents types de dynamique, etc. Parce que si on veut faire de la régule, la première chose, c'est de bien connaître notre système. Au niveau physique, évidemment, il faut connaître le process sur lequel on travaille, mais au niveau dynamique aussi, et au niveau des non-linéarités. Donc maintenant que tout ça est fait, on peut vraiment passer à la partie très intéressante du cours, qui est aller vers les structures de réglage. Si vous voulez décomposer ce chapitre-ci, en réalité, c'est ici qu'on va commencer à vraiment parler des différentes structures de réglage. On va dire qu'on va rajouter une cascade, on va dire qu'on va rajouter, celle-là vous la connaissez déjà, un deuxième régulateur, donc une structure de réglage en feed-forward, et les autres que vous connaissez moins qui vont arriver. Donc là, c'est vraiment le sous-chapitre dans lequel on va présenter les structures de réglage. Pour en arriver là, on va d'abord devoir rediscuter un peu de nos objectifs de structure de réglage, et ensuite rediscuter de différentes choses concernant la mesure, donc le PV, la variable manipulée, etc. Et vous allez voir que dans cette partie-ci, on va déjà largement introduire ceci
On pourrait même déjà, enfin, on pourrait un peu changer l'ordre, mais voilà. Donc, vous pouvez voir ceci comme étant trois parties. Les objectifs que l'on va bien définir, des commentaires à faire sur les signaux sur lesquels on va travailler, donc les différents signaux, entrée, sortie, perturbation, contrainte, et ensuite, ben, à partir de tout ça, on va pouvoir créer une structure de réglage. Donc, première partie, une structure de réglage, comment est-ce que ça doit être défini? Ben, il faut évidemment définir ce que l'on veut réguler. Donc la première chose à définir, c'est le PV qui nous intéresse. Alors, souvent, c'est assez simple, des fois, il y a plusieurs choix, parce que l'objectif que l'on veut atteindre est indirect, c'est une combinaison de mesures, et ce n'est pas une mesure. Et dans les cas les plus simples, ben, définir notre objectif, c'est quoi? C'est je veux réguler cette température, point barre. Donc c'est la sélection du PV que l'on veut faire. Donc là, c'est souvent assez direct. Même dans ce cas-là, vous pouvez avoir plusieurs manières d'influencer ce PV. On n'est jamais en industrie dans un scénario où il y a une mesure, enfin, une sortie, une entrée, et il n'y a rien à décider. En réalité, vous avez souvent que vous voulez contrôler un PV, une mesure de température, une pression, quoi que ce soit, et que vous avez plusieurs choix dans les organes de réglage à choisir. Vous pouvez modifier cette température en ouvrant soit cette vanne-ci, soit cette autre vanne, soit en augmentant la vitesse de cette pompe, etc., etc. Donc ça fait partie des choses à bien définir dans la structure de réglage. Définir le PV que je veux, sur lequel je veux me concentrer, donc ce que je vais régler, et ensuite définir comment est-ce que je vais régler, par quelle variable de réglage, par quel organe de réglage, donc par quelle entrée. Ensuite, on doit essayer de bien maîtriser le système sur lequel on travaille en définissant ce qui peut nous poser problème, donc en regardant les différentes variables de perturbation qui peuvent apparaître et regarder comment elles apparaissent sur le système. On parle typiquement, et on l'avait revu ici la première fois qu'on s'est vu et qu'on a montré le schéma boucle fermée classique, on parle typiquement de deux types de perturbations. Perturbation sur l'entrée du système, perturbation de charge, et perturbation sur la sortie du système. Et la manière de les traiter est tout à fait différente, ça va influer le choix de la structure de réglage. Donc, quelles sont les perturbations et comment est-ce qu'elles arrivent sur le système? Plutôt sur l'entrée, plutôt sur la sortie, ou des fois un petit peu entre les deux. À quoi est-ce qu'il faut aussi faire attention quand on regarde les perturbations? Ce n'est pas indiqué ici, mais ça va arriver, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qui va faire que la perturbation va pouvoir être traitée différemment quand on va arriver au choix de la structure de réglage? Perturbation aujourd'hui. Si elle ne varie pas, ce n'est pas une perturbation. Si on mesure ou pas la perturbation. Si elle est mesurée ou pas. Cette perturbation, quand je commence à analyser mon système, qu'est-ce qui pourrait m'emmerder? En fonction de ça, ça risque de forme me perturber. Est-ce que c'est mesurable ou pas? Parce que dans le choix des structures de réglage après, si c'est mesurable, qu'est-ce que vous pourrez faire? Un feed-forward. Un feed-forward. Donc c'est déjà fondamental de penser à ça à ce moment-là. Les perturbations, où est-ce qu'elles apparaissent? Devant ou derrière le système? Et est-ce qu'elle est mesurable? Parce que si elle est mesurable, on pourra faire un feed-forward. Et ça, c'est principalement si elle apparaît sur la sortie du système. Si elle apparaît sur l'entrée du système, on parlera de régulation en cascade, que vous connaissez peut-être moins pour l'instant, on y arrivera. Donc où est-ce qu'elles arrivent et est-ce qu'elles sont mesurées? Il faut aussi également être conscient des contraintes qu'on a sur notre système. Mais évidemment, la contrainte classique de mon organe de réglage, je ne peux pas ouvrir ma vanne à plus de 100%, on peut la fermer en dessous de 100%. Vous avez aussi d'autres contraintes. Le pH de mon réacteur ne peut pas descendre au-dessus de 1 tel, parce que sinon c'est dangereux pour des questions, enfin c'est pas permis pour des questions de sécurité de l'installation, des personnes, d'écologie, rendement de l'installation, etc., etc., etc. Et donc il faut vraiment bien connaître les liens entre les systèmes, qu'est-ce qui influence quoi. Ma variable d'entrée va évidemment influencer ma variable de sortie, mais ma perturbation va influencer ma variable de sortie également. Et donc bien comprendre les interactions à l'intérieur de notre système, qu'est-ce qui influence quoi. Remarque importante, quand on fait de la régulation en industrie, et c'est bien le cadre de ce qu'on essaie de faire ici, Practical Process Control, les 90% de votre temps, ça ne va pas être de faire du tuning de PID. Hein. Ça, c'est un tout petit bazar. La majorité du temps, les problèmes sur lesquels on travaille, c'est plutôt des problèmes d'instrumentation, donc soit le capteur, soit l'organe de réglage, donc des problèmes d'instrumentation, soit des problèmes de structure de réglage qui ont été mal définis, soit des problèmes de bruit de mesure, etc., etc., etc. Donc, ce qui est très important quand on va aller dans les structures de réglage, il ne faut pas croire que le principal, c'est de faire du tuning de régulateur. La chose la plus importante, c'est vraiment d'être compétent et bien savoir ce qui se passe côté du capteur, côté de l'actionneur, et faire les liens avec les structures de réglage. Donc ça, c'est des trucs très très importants.
Je vous l'ai déjà dit, mais on en reparle ici, c'est fondamental pour vous aussi. Si vous avez la fonction d'automaticien sur un process, quand on fait de la régulation et qu'on a des problèmes d'oscillation, et que typiquement ces problèmes d'oscillation ne viennent pas d'un problème de tuning de régulateur, mais viennent de ce dont on a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, viennent de la vanne, qui a des points durs, des jeux mécaniques, qu'on voit des hystérèses dans des engrenages, plein de trucs comme ça. Alors le problème est dans le process. Et donc, si on vous dit il y a des oscillations, ben, tu n'as qu'à tuner le régulateur, il faut savoir que non, l'oscillation, elle ne vient pas du régulateur. Ce n'est pas une instabilité due à la régulation, c'est une instabilité qui vient du process ou de l'actionneur. Et donc, ce qu'on voit typiquement en industrie, c'est et t'as qu'à tuner le régulateur. C'est pas vrai, vous ne pouvez pas compenser tout dans la régulation. Donc, il faut aussi être bien conscient de ça et mettre des limites. Et donc, dans le boulot de l'automatisation, essayer de tout compenser par la régulation, c'est un truc qui est faux. Et si vous acceptez de faire ça, ça risque de se retourner sur vous contre vous le lendemain, parce que ça aura eu des conséquences ailleurs, parce que vous aurez accepté de changer ça dans la régulation pour pallier, entre guillemets, un problème de vanne de réglage, typiquement. Mais alors, vous avez dû ralentir la régulation, ça a finalement créé tel ou tel problème à cause de ça, et ça se retournera contre vous, parce qu'on vous a dit, t'as ralenti la régule, du coup, on a eu ça comme problème. Donc, il faut absolument être conscient des limites du rôle de la régulation. Si le problème est dans l'installation physique, on peut faire quelques trucs dans la régule, mais il ne faut pas essayer de tout compenser. C'est souvent le problème qu'on a en régulation, c'est qu'on dise oui, il y a un problème, c'est l'automatisation. Il faut bien savoir faire la limite et dire non, non, c'est pas l'automatisation, c'est la régulation, et donc il faut. Et en parlant donc de tuning de régulateur et de qualité des régulations, eh bien, ce qu'on développe de plus en plus, ce sont des outils de monitoring de qualité de régulation. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la démarche d'amélioration de régulation? Eh bien, on va faire du monitoring des régulations. Alors, le monitoring, soit vous le faites de manière automatique, soit de manuelle, c'est essayer de faire un assessment, faire une estimation sur la qualité des régulations. Qu'est-ce que vous proposez comme idée pour faire un monitoring des qualités de boucles de régulation? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire avec ça? On vend des logiciels qui font ça. La moitié, c'est le gros flanc. Qu'est-ce que vous proposez comme analyse de boucle de régulation? Analyse de qualité de boucle de régulation? Question de jury de maturité, ça très souvent. Vous arrivez sur une installation, vous êtes dans une usine, vous êtes devant le plus de commandes, vous avez les opérateurs à côté de vous, et vous avez votre chef, votre client, qui vous dit tiens, regarde quelles sont les qualités des boucles de régulation. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous aurez l'erreur, c'est d'avoir et Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Mesurer l'erreur, elle peut être due à plein de choses, l'erreur. On fait un step, on regarde ce qui se passe. Alors, le mieux, mais ce n'est pas tout à fait réaliste, il faut savoir que dans des plaines chimiques, vous avez 2-3 000 boucles de régulation. Donc, faire ça de manière une par une, on le fait sur les boucles de régulation principales. Pour les autres, ce qu'on aimerait bien, c'est ne pas devoir faire de tests, mais c'est de regarder directement dans les données existantes. Encore une fois, il faut savoir dire non, c'est pas possible, si jamais vous n'avez pas assez d'excitation. Si tout est plat tout le temps, il n'y a rien. Mais entre nous, ça veut dire qu'alors, il n'y a pas de problème de régulation. C'est qu'on n'a pas tellement besoin d'améliorer la régulation. C'est aussi une réponse. Mais des fois, vous avez un scénario où tout est plat, parce qu'il n'y a rien qui va. Et c'est souvent la première chose qu'on analyse pour regarder la qualité des boucles de régulation. Est-ce que tout va bien? les tiens qui avaient été avec cette là, parce qu'on ne soit pas pertinent. Bien qu'il y ait un Non. problème des fois de capteur, Non, qu'est-ce qui pourrait expliquer que ma vanne est toujours à la même position? c'est dans le manuel. Parce qu'elle est en manuel. C'est la première chose qu'on regarde quand on doit regarder les qualités de boucles de régulation. On demande aux opérateurs, on regarde l'écran et on dit tiens, ça, c'est en manuel. Ça se voit directement parce qu'il y a une petite couleur différente ou quoi que ce soit. Et l'opérateur, il va vous dire oui, ça je prends en manuel, ça ne marche pas du tout. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire quand on veut regarder la qualité des boucles de régulation et pour savoir ce qu'on doit faire. Et ça, c'est ce dont on va discuter après pour voir comment améliorer les boucles de régulation. Les autres choses qui font qu'on peut essayer de trouver automatiquement une boucle de régulation manuelle, mais vous avez des fois des critères fréquentiels pour essayer de voir que vous avez des oscillations. Encore une fois, on essaie de développer des trucs automatiques à grande dimension parce que vous avez 2000 boucles de régulation, vous ne savez même pas les passer une à une sous vos yeux. Et donc, vous pouvez avoir des trucs qui oscillent, mais vous ne le voyez même pas.
Donc, soit vous avez des petits calculs qui vous permettent de voir que c'est aussi. En fait, il y a une manière très simple de voir, il y a des critères très simples pour voir que vous arrivez, enfin, que vous avez quelque chose qui est en application, sans devoir développer des algorithmes qui calculent la fréquence et gna. Donc, regarde maximum. Oui, mais il faut le regarder. Qu'est-ce qui pourrait permettre d'automatiser ça très simplement sur 2000 boucles de régulation? Si on voit si on est en limite de. Exactement. En général, quand on est en oscillation, ça se passe tellement mal que la vanne fait 0, 100, 0, 100. Et donc ça, c'est un critère très facile que vous pouvez automatiser sur 2000 boucles de régulation en sortant des informations de manière automatique. C'est regarder quel pourcentage du temps mon organe de réglage est en butée, haute ou basse. Donc vous avez ça, et vous avez plein d'autres critères comme ça pour faire du monitoring de boucles de régulation. Donc on ne va pas aller plus dans le détail là-dedans, mais il y a plein de manières de faire ça. Et quand vous avez votre outil de régulation, vous allez sortir des KPI, des indices de performance. Donc par exemple, elle est 30% du temps en manuel, elle est 50% du temps en butée haute ou basse. Elle a tel taux de cycle, et d'autres termes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Si cette performance elle est bonne, tout va bien, on ne fait rien. Et dans l'approche que l'on va avoir si jamais on n'est pas bon, la première chose, c'est pas d'aller tuner le PID, je fais bien avec ce que je disais tout à l'heure. La première chose, c'est de bien aller voir s'il n'y a pas de problème d'instrumentation, côté capteur ou côté actionneur. Typiquement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose à aller voir, c'est la vanne. Donc, dans 90% des cas en industrie, l'actionneur, c'est la vanne. Les autres actionneurs classiques, c'est pont, c'est moteur, pont. Donc, c'est d'aller voir si la vanne n'a pas un problème d'hystérèse. S'il y a des oscillations, rappelez-vous ce qu'on a dit la fois passée, c'est très très simple d'aller voir si l'oscillation est due à la régulation ou si l'oscillation est due à un point dur de la vanne. Ça, c'est fondamental, c'est très souvent posé comme question de maturité dans les jurys. Comment est-ce que vous pouvez voir ça, quand ça oscille, si ça vient de la régulation ou si ça vient de la vanne? C'est quoi un point de vue? C'est un point dur dans une vanne? On en a parlé la fois passée. Un point dur mécanique, c'est quoi? Je veux faire bouger un truc, mais à un moment ça calme, c'est dur, c'est un point où c'est dur, du coup je dois pousser, 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 et quand mon actionneur commence à avoir assez de force, je passe au-dessus de ce point dur et paf, et typiquement ça va trop loin. Du coup, comme je vais trop loin, ma régulation va me faire revenir dans l'autre sens, ben, typiquement elle va revenir sur le point dur, trop bloqué. Et donc c'est un des problèmes mécaniques d'une vanne. Les autres problèmes, c'est plutôt dû à des hystérèses mécaniques. Donc j'ai un système de tringlerie qui va faire que je veux pousser ma vanne. Mais quand je change de sens, je dois d'abord vaincre le jeu mécanique avant de la faire vraiment bouger. Et dans l'autre sens, je dois d'abord revaincre le jeu mécanique avant de la faire bouger. On en a parlé la dernière fois, vous avez pas mal de problèmes mécaniques comme ça. Et je reviens à ma question. Si ça oscille, comment est-ce qu'on peut facilement dire que ça oscille à cause de l'actionneur et pas à cause de la régulation? Les oscillations sont tout à fait différentes. Si on avait une action dérivée ou pas. Mais c'est pas là la fantastique. C'est super intéressant. Vous avez des signaux sinusoïdaux sur la consigne de vanne, la mesure de position de vanne, le débit, la pression, la température, tout ce qui est intégré dans la boucle de régulation. Vous avez des signaux sinusoïdaux tout gentils si c'est la régulation qui est responsable de l'oscillation. S'il y a un problème mécanique, typiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas tous des signaux comme ça. Vous en avez un qui fait exactement ce que je viens de dire. Que ce soit à cause d'hystérèse, de point dur ou tous les problèmes mécaniques de l'actionneur, vous avez quelque chose qui vous présente plutôt des signaux carrés. Et donc, quand vous voyez ça, non, le problème, c'est pas la régulation, c'est l'organe de réglage. Et donc, même remarque avant, il faut régler le problème côté process. Si tous les problèmes sont réglés, alors effectivement, on peut aller vers un tuning de régulateur, mais on va d'abord s'intéresser au choix qu'on a fait sur la structure de réglage. Est-ce que j'ai un feed-forward là où j'en ai un? Est-ce que j'ai une cascade là où est-ce que j'ai un feed-forward où j'en ai besoin d'un? Est-ce que j'ai une cascade où j'en ai besoin d'une? Et même chose pour les différentes structures de réglage dont on parlera plus tard. Et si tout ça est correct, on va dire, ok, je vais passer les 5% du temps du projet de régulation à faire le tuning de mon régulateur. Le reste, c'est rebouclé. Si tout va bien, tout va bien. Et si on n'est pas content avec notre PID, eh bien, qu'est-ce qu'on va devoir dire? Il faut passer à des méthodes plus avancées, dont on parlera peu dans ce cadre-ci, mais ce sont des régulateurs qui sont plus pertinents quand on a des temps morts, plus pertinents quand on est non linéaire, plus pertinents quand on est en multivariable, etc., etc., etc.
pour les automaticiens, c'est la partie commande prédictive que vous êtes occupé à faire en parallèle avec ceci. Et voilà qui est un endroit parfait pour faire une petite pause. Si vous n'avez pas de questions, je vous ai posé plusieurs fois des questions sur les trucs qu'on a fait la semaine passée, ou la fois d'avant, ou assez évident, et j'ai l'impression que vous découvrez le truc de zéro. Je vais être trop rapide, vous avez une gueule de bois tous les jeudis et les vendredis matins. Mais même si c'était il y a 10 ans, c'est des trucs tellement passionnants. Je ne comprends pas que le truc pour lequel j'essaye de vous embarquer avec moi et que vous êtes